Donc bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Charlotte Alpern, je suis chercheuse au Centre d'études européennes et de politique comparée. Je suis enseignante à l'école urbaine et j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette table ronde sur les politiques de développement rural en question, sur comparaison internationale et mise en œuvre. Alors peut-être vous dire pour commencer que cette table ronde s'inscrit dans une série qu'on appelle les mercredis de l'école urbaine. Il s'agit du premier mercredi qui ouvre ce semestre de printemps, donc ce premier événement de lancement de notre semestre d'enseignement est l'occasion de poursuivre le dialogue avec les acteurs, les praticiens, les acteurs de la société civile, les décideurs, mais également les acteurs de la société civile plus spécifiquement. Et là, je voudrais vraiment remercier la Fondation pour l'écologie politique avec laquelle nous sommes très heureux d'organiser cette table ronde et qui s'inscrit dans la suite d'une journée d'études. Certains d'entre vous ont peut-être pu y assister aujourd'hui et donc nous avons pu commencer à engager une discussion, des controverses sur les ruralités, la manière de les saisir. On a déjà lancé les choses grâce à Bertrand Hervieux tout à l'heure. Les ruralités, est-ce que c'est uniquement l'agriculture ou ça n'est plus que l'agriculture? Est-ce qu'il y a des ruralités, une ruralité? Bref, comment est-ce que l'on investit ce champ-là? C'est aussi un sujet qui marque le souhait de l'école urbaine depuis plusieurs années maintenant de sortir du tout métropole. C'est un engagement, c'est un souhait, un choix qui a été initié par Tommaso Vitale, le doyen de l'école urbaine, par Ilaria Milazzo, sa directrice exécutive, mais également par l'ensemble de l'équipe enseignante et pédagogique, de manière à pouvoir s'intéresser à tous les territoires. Donc c'est bien un engagement sur les villes et les territoires, de regarder l'ensemble du continuum, finalement, qu'il va vers depuis le cœur des métropoles jusqu'à des formes de densité de moins en moins étendues, et y compris des territoires qui ne relèvent pas non plus des ruralités, mais qui sont tout simplement ceux de la nature, les forêts, les espaces naturels, voilà, toute une série de territoires qui ne sont pas et qui ne relèvent ni des métropoles ni des ruralités. Enfin, cette conférence est le reflet de la volonté de l'école urbaine de créer des collaborations avec différentes entités à Sciences Po, et c'est pour cela que cette table ronde est organisée ce soir, à la fois par l'école urbaine, mais également par le Centre d'études européennes et politiques comparées, qui amène son expertise en termes de recherche comparative en Europe, sur les politiques publiques, sur les questions de vote et d'élection, qui sont des villes et des territoires, mais également sur l'économie politique, et puis de le faire aussi avec la Fondation pour l'écologie politique. Donc on a bien ce triptyque-là. Je souhaite aussi, au démarrage, sans être trop longue, remercier chaleureusement Simon Audebert, qui a été vraiment la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée, mais également de cette table ronde, et qui a réussi à construire ces ponts de manière, voilà, entre ces trois organismes et de faire en sorte que ce soit un succès. Pour ce qui est de la table ronde elle-même et de ce qui nous intéresse plus spécifiquement ce soir, eh bien, nous avons souhaité, pour clore la journée, centré sur les développements ruraux en question. Donc, c'est une table ronde qui va s'organiser en 2 temps. Et donc, je vois que Betty Ann est arrivée. Hi Betty Ann, if you want to come here. Hello. Nous allons travailler en 2 temps, avec une première partie en anglais et une seconde partie en français. Notre objectif avec cette table ronde était de regarder la façon dont la diversité sociale, économique, politique de ce que l'on nomme ces espaces ruraux encourage à interroger les rapports à l'écologie et de ceux et celles qui les habitent. Ce questionnement n'est pas nouveau. Le contexte électoral récent au niveau européen, mais aussi dans tous les États membres, nous invite à le revisiter, à le regarder avec nos lunettes de SHS, de manière à pouvoir mettre à distance aussi cette actualité, parfois brûlante. Et donc, pour ce faire, nous avons choisi de faire un table ronde en 2 temps. La première, avec une intervention de Betty Ann Rice sur Rural Discontent, les mécontentements ruraux. Et Betty Ann interviendra à partir de son rôle de coordinatrice des politiques rurales à l'OCDE et nous présentera le travail qu'elle mène depuis plusieurs années maintenant de manière comparative entre différents pays européens et au-delà. Dans un deuxième temps, nous aurons un échange croisé entre Cyril Gommel de Novalia 106 et Aurélie Flippo
Université de Lyon et de l'École nationale des travaux publics de l'État, le NTPE, qui reviendront l'un et l'autre sur les ruralités et le rôle de l'État à partir du cas spécifique des politiques de mobilité. Donc, je vous propose de procéder en 2 temps. Je vais maintenant passer à l'anglais. Nous aurons un temps de présentation de Betty-Anne pour 15 minutes, une discussion qui suivra avec la salle, et puis nous reviendrons dans un deuxième temps avec la deuxième partie de la table ronde, où on repassera au français avec Cyril Gommel et Aurélie Flippo. Voilà. Okay, so thank you for the opportunity to speak to you today. I'm going to talk to you just briefly about discontent, but I purposely phrase it as understanding discontent because I think sometimes that's not well understood. So just a small bit about me. I'm from a very rural place, Brooklyn, New York. And I have worked on rural issues now for almost 20 years. That's by choice. I think there are enough people working on urban. So bringing a rural perspective from an urban is more interesting to me. So the division I work in, let's see, I think I clicked, but yeah, okay. That's a quick slide just to give you a sense of where we are. We report into the OECD Rural Working Party on rural. So every government, all our member countries has a rural division, and each of them are responsible for our work. So we don't work rogue, we work and respond to their directives. We work in 3 places. We work on conferences. We also do rural reviews. Countries invite us in to look at how they're doing rural policy. Currently, I'm running a rural review of Ireland, which is very interesting. And then we work on themes, rural urban connections, mining, services, any different types. And so a lot of our work comes through all of those initiatives. Let's see. Okay, thanks. And so we set up for countries something to respond to, so you know that we work. Ministers from 38 member countries and more got together and we designed the principles of rural policy. That's what we hold countries to. Bit elaborate, but this gives you a good schematic of what they are. Really, are you maximizing your rural areas? Are you creating economic opportunities? Are you thinking about services? Are you monitoring and evaluating? Are you considering the impact of policy? How well are you using data to understand what's going on in different countries? And how well do you understand rural? Because not all rural is equal. Rural adjacent to urban is different from a mid-sized rural, which is different from remote rural. And how do you understand the challenges that exist within that space? Next slide, please. So really quickly, I do this in 2, rather than giving you all the challenges, we like to say rural are areas of opportunity. Sometimes we think about rural, we think it's negative, but this is just a quick example of the fact that rural places have a lot to offer. And I picked the green transition because fundamentally there is no green transition if you don't work with rural places. And that's the mistake most countries make. So the idea of what you want to do to go green, how you want to take advantage of renewables, how you want to take advantage of the different ideas that you have, it's not urban places that will drive that. It's an equal collaboration with rural places, which is a fundamental flaw in most countries' policies, because it's normally driven in an urban agenda that's kind of imprinted on rural, which already starts to create challenges because rural is then asked to do what urban says as opposed to being an equal partner at the table. The other issue that's driving some of the challenges is important. We released a long report last year that basically tells you that inequalities inside countries between urban and rural places are increasing. And they're only, the divide, it's just growing. It has been growing. It continues to grow. And that is also a bit of a challenge for some of the issues. And here shows you kind of more of the deep dive of that issue. And it is important because when we talk about what's driving discontent, what's driving what makes rural unhappy, it starts with the fact that urban might be getting wealthier perception, we'll get to that, but rural is not benefiting from the policies that are being put in place currently. And it's important to know that, because this is rare, I never talk to urban, so I'm used to talking to rural.
Most policies are designed by urban thinkers and designed and then put to or given to rural places. So if you don't have an understanding of rural, but you're designing policies that will affect rural, you're already starting from a place that's a problematic place. So I always say my ideal dream is to kind of stuff my brain into urban thinkers, but we won't go there. So one of the challenges that rural has, in addition to inequalities, is the fact that these megatrends or these transitions or structural transformations that are happening are going to affect areas in different ways. So if you're not thinking from a place-based point of view, you're not actually unpacking the challenges. So climate change affects cities differently than rural. Globalization, the same. So all of these structural transformations, how well do you understand how they could unfold in an urban place as opposed to a rural place? And again, when I say rural, rural is not one. Rural adjacent to urban is different from mid-sized rural, think about Italy, to remote rural, because their governments are different, their capacities will differ, the challenges they have will differ. So we have to unpack always rural, and you have to also think about urban. So let's talk a little bit about what this means. And we always go into, you should always think about the discontent discussion as synonymous with the well-being discussion. And let's unpack discontent for a moment. There's a people talk about rural discontent, but there is farmer discontent, and then there's rural discontent, and then there's that space in the middle, right? So when we look at countries, what kind of discontent do you see happening? Farmer discontent is maybe obvious, but those are the policies that are linked that are affecting farmers, right? So all the decisions that are going on that will affect the farm prices, et cetera, and then their protests, those are farmers. Rural discontent, they could not be farmers. And I give you examples. The United States has a lot of rural discontent, but it's not linked to agricultural policies. So how do you describe that? There are countries in Europe that have rural discontent, but they're not linked to farmers, right? And then you have the space in the middle where they have both. And the reason why you need to unpack them, again, the solutions are different. So if you don't understand the problem, how do you understand the solution? Arguably, you could think that rural and places that are experiencing both will be more challenging. So I would argue that France has both. And so you can tell farmers, it's okay, we've dealt with your problem, but rural is still unhappy. How does that manifest itself? It manifests itself in how they vote. So sometimes you're looking at protests and you're thinking, oh, that's it. But if they're voting in a different way, the United States, I have the privilege of working across 3 administrations. We understood as rural actors long before everyone that who was going to win the election, because there was absolute no interest in the other side, and rural was what elected or changed governments in the United States. It's not urban. So even though urban might be more, educated and informed, voting, patriotism happens more in rural places, and rural can actually make urban lives uncomfortable, which you will see unfold on your televisions for the next 4 years. But why is this important? It's important to unpack this because rural places are dealing with a lot of challenges. Higher unemployment, access to services. We get a lot of delegations who come in and say, Betty Ann, why are rural areas responding to crises so slow? Why is it so hard for them to recover after a hurricane, after a flood? But if you only have 2 ambulances and they're destroyed, it's going to be slower to respond. If you don't already have doctors, and now the one place you have where the doctor is gone, it's going to be slower. So access to jobs. If the only employer is gone and you can't find that you're unemployed longer,
So you have to understand why those challenges are different. Then you add the fact that their sources, the supports, the resources that are given to them from their capital cities are lower, or maybe not able to respond to the challenges that they face, and their capacity to deliver is lower. So I go to a lot of rural places. I've probably seen more than anyone should. I'm off to Japan actually tomorrow to go to some rural parts. And there you find that the person who is applying for the grant, who is delivering the service, it's the same person. In urban places, you have the benefit of all of you who can do different jobs. In rural places, it's that one person that's playing the role of finding the money, actually delivering the services, so their capacity is less. So imagine getting policies being driven down to them that they have to first try to understand, then execute and deliver at the same level as their urban counterparts. Then there is the perception in rural that they're undervalued, undersupported, underengaged, and that there's a distinct urban bias in many countries. London drives everything, Paris drives everything, New York drives everything, etc., etc., etc. Korea, so on and so forth. What does that mean? That means that when you add more, you could trigger a strong reaction. That's your rural discontent. It's a compilation of all these different aspects, which is why it's important to unpack it, to ensure that you understand it. And it will play out in different ways in different countries. So we start with the drivers of discontent, and we start with well-being. How do you understand the drivers of discontent? You understand, how is rural happy? Do you know if rural is happy? It starts with well-being. It's your first. I always tell folks, you have a math problem. Well-being starts, right? You look at the frameworks. Many countries have national well-being frameworks, but do you have a rural well-being framework? Are you using the right indicators to measure happiness in rural? So for example, transportation, traveling long distances might not be an issue in a rural area. Maybe it's an issue for urban. So if you're using that metric, you're not capturing the right things. So when you think about well-being and you start to think about understanding or unpacking, you use your national well-being framework to go deeper, which means you have to try to understand what are those key indicators based on the place. Now again, rural adjacent to urban, different, mid-size, different, remote, different, which is why you have to unpack it, use the well-being framework to identify through surveys, through talking, through engaging, what is driving, what are those rural triggers? Because it's a compilation. If you have enough things going wrong, then you can understand why that's like you're starting to see some changes. Then you use that to empower locally to inform. There's a sentiment in rural that they are just receiving instructions from the top. We like to talk a bit about bottom up and top down. Receiving instructions from their capital cities. That's now we need to empower them locally to be equal decision makers in driving and identifying the things that are of interest to them, so that you can then take it back to the capital and better inform effective policies that are really responding to their needs. I had the luxury of sitting down in Finland with several well-being coordinators, and this is just an example, but this will also differ. So how elements on the left will affect the right. So this idea of unpacking means unpacking the social dynamics, unpacking the health factors, unpacking the socioeconomic pieces, and then thinking about how that affects trust in government. So if you're responding to the left better, you can see trust being higher, right? So they're connected. So first you have to take you identify what are the drivers, then you have to situate them, understand how they're connected. Then you have to unpack them. So if I do a lot of work on indigenous, culture matters, language matters, local context matters. But
these types of events will vary and should vary within countries, within regions. So south of France could be different from another part, and it should be. But we as policymakers have to take the steps to unpack and understand those interconnections before you understand why they're unhappy. You have to make sure you're measuring it properly. Then the solutions. I like to separate them between hard and soft. Hard is easy, maybe. Take a place-based approach. You know, you have economic policy, you have all the hard policies, climate, all of those pieces, right? Invest in the labor market, more employment opportunities, supporting entrepreneurship, et cetera, et cetera, et cetera, and understanding rural well-being. But that's not in of itself, it's not enough. You have to look at the soft, and I would argue, and governments are seeing this, you are seeing this yourselves. The softer issues are actually more difficult. You need to be more integrated in how you address and approach rural, meaning departments of education need to collaborate with departments of transportation and departments of health. Because if you're trying to implement a policy on, you know, I've been to so many places where in rural places, I've seen children walking home because the bus stopped running at 3 and they're walking maybe an hour to get home because they had after school activities. That's a simple example, but that leads to discontent because the mom is at work, there's one car, so you now have kids that are walking 45 minutes or an hour, or they have to decide if they want to do after school activities or catch the last bus at 3, right? So we need to rural proof. By rural proof, it's not magic, it means test. Before a policy is signed off on, what are those impacts? What are the potential negative unintended consequences that could happen in a rural place before you say, yes, we're going to go forward with this policy? Communication, co-design, consultation, and engagement. What a lot of countries do now is informing. It's top-down. Information happens. Policies roll out, it's announced, and then it's implemented at the bottom. But we need to move towards involving, consulting, and partnering. And that is very difficult. That means that if the policy is designed in Paris or wherever, before you put it in, have you consulted? Have you talked to rural? Have you decided, kind of tested to see how this could be felt? And gotten some feedback before you roll it out. Now, a quick example, because Catherine asked me to think about a quick example, and the Netherlands just happened, so it's in my brain, and I'm also going to be doing a rural review of the Netherlands, so it helps. So let's talk about what happened in the Netherlands in like a couple of slides. Crisis, nitrogen, but insert any crisis, that's what happened. So a problem that the government, The Hague, was trying to solve. They proposed a solution. Identify peak polluters. They wanted to save the bird sanctuary. It's a good policy to have. We want to save the birds. Nothing is wrong with that. So they identified the peak polluters, and they wanted to ask them to shut down within a year. Impact. Look at that impact. A decision in The Hague to save the bird sanctuary meant that an estimated X number of farms and farmers would have to have a severe impact. Is it surprising that there were protests? Is anyone surprised that there was a protest? Not just a protest. Establishment of a farmers' party pretty quickly. That party got a lot of support, and now that party is driving The Hague crazy, right? That's, in a nutshell, what happened in the Netherlands. Now, how could we have looked at that just a little bit different? Now, let's put it in context of SOF. Summer of 2019, the Dutch highest administrative court basically said nitrogen is a problem, and it looks like dairy farmers are at the core. I highlight that section to say the dairy farmers didn't realize what this decision meant, because it was just a decision. Remember, I talked about top-down. Then they decided, after that, in the fall,
they released a report saying that since the farming is the problem, let's introduce a buyout, shut down livestock farms. Farmers assumed the worst, and protests happened. What could have been different? Recognizing rural triggers, rural proofing the policy, consulting, engaging, communicating. Farmers didn't understand what happened in the summer. Intermediaries to discuss it, alternative ways of implementing the policy, giving it a longer timeline. There are a number of different things. This is not a question about whether the intent of the policy is good. It's the delivery, the communication, developing the intermediaries to help translate the potential impacts, giving farmers an opportunity to help design alternative ways to execute to get to your goal. Those are the differences between discontent and no discontent. Thank you. Thank you very much, Berian, for the presentation. And I think it was very exciting to me, at least when I started looking through the website of the OECD, to see that there was this comparative work that has been undergoing, and that you had been doing so much work, providing us with a comparative framework, but also with a way to think about entangling and unpacking those diverse phenomena taking place. I don't want to to speak too long, so maybe we could just open the space for discussion right away if there are questions to be taken. Yes, so I see one over there already. There's a mic that's going to circulate. Yeah. Hi, my name is Osen. Thank you so much for your presentation. My question was more about the fact that usually you require more timing in order to do the communication, the implementation. So what happened when there is how would you handle a short time constraint in certain policies that need to be put in place, and there needs to be fast resolution? How do you handle that? We recommend to countries and thank you for your question. We always recommend rural proofing. Actually have 2 papers out just on rural proofing, which, by the way, governments hate. But the idea behind it, first, it's about data gathering. So we encourage evidence gathering, and we find in countries that there's not a lot of evidence being collected about rural. So the reality is, in my own country, when I worked in the US government for 8 years, and I rural proofed. I was in DC in the Hill, and I would say, how do you see this working in rural? Yeah? That's the question. How do you see the policy working in rural? And then they would go, we never thought about it. And then it becomes, well, maybe if you intend for rural to implement this policy, then the timing you mentioned is not worth it, because you have to do a cost-benefit analysis. If the result could be potentially what you see in the Netherlands, is it worth it, right? So there's always that sense of rushing because you feel that pressure. We like to say it's firefighting. But if the potential result could lead to a domino effect that creates a long-term more challenges, then you have to do a cost-benefit analysis. So the first step is to gather data. I call it rural proofing intelligence, and it's a compilation of different types of data. First is, do you know the state of rural? State of rural data is just that. Level of unemployment, access to services, just data that you probably have on hand for urban, but sometimes you find that they don't have this information for rural. And then it's, what is that problem you're trying to solve? And then how is it going to, what's the rural specific impact of that policy? So if it's climate related, right? So it's kind of like overarching data to kind of understand rural. And there are a lot of countries that have what we started in the US to do this. Ireland does this. A number of countries do this. It's called State of the Countryside. You can Google it. Just says State of the Countryside. Every page, poverty number. It's just data. And you give this data to folks when they say, I don't understand what's going on in rural. There's a health section. There's a housing section. There's a land section.
We don't interpret it. It's just data, right? State of the countryside. Then you go, then at least you have an environment section, and then you say, what is your problem, and how is rural potentially going to be impacted negatively from this? Or how could rural help you reach that target? So it doesn't have to be like a negative thing, but that's what we call rural intelligence. If you don't understand that, and it starts with data, then how could you then design a policy and then be surprised at the what we call unintended consequences, unintended negative consequences? If I want to push you a little bit on that before we go to the next speaker, you might want to argue that there are a number of urban areas around the world where we don't have much information either. So in a sense, urban proofing, working on some countries, I'm thinking about, been doing some work on Peru, on the Philippines. We have a lot of information at the national level, but not necessarily any data at the place-based level. So this urban proofing process is taking place in some areas which have nothing. Now, there are some areas, think about Europe, for example, where Eurostat started gathering some urban data and sort of stopped at cities that were above 25,000 inhabitants. So this is where probably rural proofing is needed. But I guess, in terms of lessons to be learned, how do you see this? And especially for countries which haven't done any work at all beyond the national level, or below that, sorry. Well, I mean, we have an urban group, and we argue all the time. So this is good. This is why. Because we have. They always say the same. For us as rural, we say it's the urban and rural could potentially have the same problems on the surface, but it is more challenging in rural. I'm always going to argue that, not because I don't love urban, but because, and I use this example because we'll have colleagues who say that unemployment is the same in rural and urban, so all the data that you find, access to services is challenging in both. But then I'll say in a rural place, how many employers do you have? What's the diversity? So if I'm unemployed in Brooklyn and I lose a job here, I don't have to take a bus, but I can walk to and look for a job somewhere else, right? So the structural matters beneath the problem are different. But if you're in a rural place and you only have 3 employers and your skills are not connected to that, you will have a harder time finding employment locally. So you may have to leave the rural community that you want to stay in. Whereas if you're in an urban community, you are unemployed, but you have more options, right? So it's structurally, you have to go beneath that. So we would argue there is a lot of already data on urban, right? Now, yes, when you get into certain places, there are pockets. But when you look at trying to measure, and I'm doing this now when we do our rural reviews, and I went to, I've now spoken to probably more than 1,000 government actors on Ireland, and I went into Dublin and I said, what's rural? And they said it's outside Dublin. And after number 402, what's rural? Outside Dublin. And that's literally how they frame their data. Do you see that? So they know everything. Now within Dublin, you have those pieces. But imagine now looking at rural outside Dublin. So we're now having to unpack their data for them and tell the rural story based on rural adjacent to Dublin, rural that's a little bit further away, and rural that's at the border, right? Because Brexit affected each of those in different ways. Multinationals are in them in different ways. Jobs are available in different ways. So that's the idea. And it starts with data. It's all about evidence. Sorry, yes, please go ahead. Hi, thank you. My name is Ophélie, and you were speaking about the school bus story, and it made me think about just in general how transportation is one of those amenities that are made easier by density. And so I was wondering, in the case of transportation, but maybe others, where the rural context, let's say, makes it more complicated to implement a certain system, how do you negotiate or communicate on that? And do you think that the solution, for example, in the
story you provided would be the exact same than in an urban setting, or there is a way to maybe think outside of the box when it comes to transportation networks that wouldn't exactly be the urban proofing way. And other than that, maybe it's the solution lies in just accepting higher investment and less efficient systems than in the city, maybe. So yeah, I was wondering what your thoughts on that would be and how maybe you communicate on those things as well with policymakers that might be highly focused on budgets and the urban scale as well. That's a loaded question. Transportation is a problem. It's an interconnected problem because it's connected to services, it's connected to business development and the economy, it's connected to everything. I'll give you probably an easier example. I just came off doing some work for the northern sparsely populated regions. So it's about 14 regions near the border with Russia, across Norway, Finland, and Sweden. The purpose of that discussion was all those regions are remote, meaning that they're within 1 hour or 45 minutes of Russia. So the opposite happened. When the border closed, they were now so far away from their capitals that no one realized how dependent they were on the Russian economy. So they immediately overnight struggled. So now they had to think about so a lot of forestry, a lot of logging, a lot of farming. The road networks weren't even developed enough for them to transport logs, right? So it becomes, when you're away from your capital, what's that investment, right? And it's a package of investments because now you have to accelerate and think about how to do it. What we tell countries, we used to write a paper years ago that said, you don't just build a road because then it's an exit outside of rural. So you have to think about a package. Think about it as a whole. What's the problem you're trying to solve? If you're going to invest in developing the rural economy and in supporting the local labor market, you have to understand the drivers of the market. You have to understand how housing and transportation and all those parts are effective. And you have to attack it from all sides. But you don't just invest in roads because then people leave. So you have to invest in schools. You have to invest in the things that people care about. And that's much harder because capitals don't want to do that unless there's a value added. So if the rural place doesn't have anything, what's the value added, right? So then you look at, so we see a lot in countries where if there is a Toyota plant or something happening, a multinational that's there. I was in Ireland and realized Botox randomly was in a rural place. And I didn't realize this, but I understood it because the hotels were great, and then the roads were perfect, and the traffic lights worked. And then I went to another place, and nothing worked, and I realized they had nothing. So right now what's happening is that private sector or whatever industry is driving what's developed. So we have to get back to where a place that has nothing could have something. One quick story, because I always tell it and it's important. I had the luxury of going to the Shetland Islands, which has nothing, literally. Like, it doesn't have a tree. We were standing there, you could see everywhere we were from every place. It was like bogs, and it was peat, and depending on the way it was developed, it had nothing. And the gentleman there was an old guy. He says, we need to redevelop this place. And we looked around and thought, what exactly are you going to do? Because it has nothing. And it couldn't farm because there were all these bogs. Do you know that they created an industry just from that? And I always tell them, sometimes a place that has nothing could have something. What did they do? Two important things. Because they had all the peat and bogs, that's where BMW goes to test its engine. All the car companies around the world are testing their engines there, which meant that they attract young people like yourselves, because young people want to blow up things and test things. And the second thing that they do very well is because they're so remote, all the pipe fitting, all the oil tankers that you don't think about are brought there, even from the US, and they're dismantled, right?
And so that little place that has absolutely nothing is driving innovation in engine, hydrogen. They tested everything. The one thing they're not getting credit for it, because once it's developed there, then it's brought back to Paris and it's brought back to places. So that's a different issue. But that was a smart way of saying, here's a place with nothing that is now driving a lot of important things. So that's what we have to be thinking about. Hi, my name is Cornelia. I'm from Romania. I have a question regarding data collection and methods of doing the surveys. And I'm wondering in the countries where there are not too many funds to do these surveys, whether they can be clustered in countries with similar problems and where rural areas have similar problems. So I'm also wondering if maybe new technology can be used to do some simulations based on economic and other drivers that could maybe lead to finding the problems without really performing the surveys. Thank you. Are we doing multiple questions? Yes, we are. Yeah. Hi, my name is Jonathan. Thanks for the presentation. I was wondering, it's a large question, but we're often taught that there's this massive trend that the entire globe is urbanizing, and that it's kind of this unchallenged force. And even though it is a trend, it seems like it's starting to construct this narrative, and maybe that's what's overcasting the rural, as you say, where it kind of seems like if you're studying the urban, you're in the right place to be because the rural is disappearing in a sense. So I wanted your thoughts on whether this is a narrative and what should be done about it. Okay, so really quickly on data collection, I think it's hard for countries to collaborate just because their issues are different. So, so what could be an issue even within countries? What is an issue to the left is different, but we encourage qualitative and quantitative. So just being more innovative in the type of information that you collect, and maybe a sampling so you can is as a starting point. And governments more and more are willing to support that if they see the bottom line in it helping them in the long run. And the EU is starting to support that more in different member countries. So it's really about being very targeted, and of course where you can collaborate. But to be honest, a remote rural place in Slovenia will be different from in Slovakia in terms of what they're interested in. So you can only collaborate but so much, right? The urbanization narrative is true. It is a problem, but the rural narrative is also a problem, right? So as I said, we work a lot with urban and rural. And when I did my first rural urban project many moons ago, we wanted to understand if urban and rural places collaborated. So we identified 11 countries. We did it on a typology of big rural, big urban with adjacent. So like we did Prague and the hinterland. Then we did, and France, we did, I forgot where we did in France. We did this in 2012. And then we did mid-size. So like Italy was one, but there were a few other countries that had mid-sized cities. And then we did remote rural, so like Finland was there and so on. And I believe the United States we did, but it was mid-size. And we went to all of them and basically put urban stakeholders and rural stakeholders and examined from a quantitative point of view how they could collaborate, what are those linkages. And I encourage all of you to go beyond commuting. At this point, we should have at least 15 other indicators for rural-urban interrelationships and not just commuting. And we found out really interesting things. But at the same time, rural led that study within the OECD because urban didn't want to work on rural, right? So the narrative was rural
is always kind of the beggar at the table. We always have to support. They're the stepchild or the cousin that you have to help. So we focus a lot on changing the rural narrative, and then rural hates urban because they see them as, so there was this tension. So we work a lot on changing the rural narrative to urban, meaning instead of looking at rural as the stepchild, look at rural as how it can help you achieve your agenda on climate change, your agenda on all these fill in the blanks, right? And then we work on urban and seeing rural as an equal partner, right? Meaning, where does your food come from? It doesn't magically appear in your fridge, right? So you need to work with the food supply chain, right? But that's an education piece that's very difficult. And I'm checking my notes to see if I remember the intermediaries. There are a lot of intermediaries. You need intermediaries, right? For example, communicating to rural is difficult. And one of the advice we give is it could be that maybe you are the person with the message, but for rural you shouldn't be. You have to identify intermediaries who understand the issues, who can then act as your advocates and representatives in the field. So you need intermediaries. And but you have to manage that process well. And then there's a difference between consultation and communication. And consultation, that is not just, I've brought you to this meeting to tell you what's going on, so I've consulted. Consultation with feedback loops that built in, mechanisms to go back and say yes, so that people know that you have received this information. Your intermediaries who are part of the consultation groups will be very valuable when the policy rolls out to say, look, I was in the meeting, this is what they're trying to do, we were consulted, some of our feedback is there, and we understand why they have to do this first and this second. What happens now is those other two pieces are not done. So the policy rolls out, no one knows someone was in the room, people get a little angry, et cetera, et cetera. Well, I think, all right. Let's take one more question. No, we have two here. I'm just keep looking at this part of the room, and this one is really silent, but maybe they'll be more active in the second round of the discussion. So let's go for the two questions real quick, and we have a quick answer, and so that then we can go further with the rest of our program. Yeah? Oui, peut-être les prendre. Donc il y a Madame ici. Et Hi, I'm Mathis. I was wondering if you could elaborate more on your view on how rural insights can help urban cities to tackle climate change. peut-être. Okay. Yeah, I'm Marin. My name is Marin. My question would be, what is the specific role of OECD, or maybe what's your specific role on this? Do you do research? Do you do data analysis? Do you do support countries? Do you support specific project in their implementation as giving advice in their organization to include rural? Like, what is the role of OECD? Thank you. Sure. So on climate change, we did this wonderful study for years ago in 14 countries on renewables as a rural development tool. I think that was maybe 2011, 12, or somewhere around there. 14 countries, we found out that after going to all countries on all the regions, that all the policies that affected renewables were designed in capitals. And no one had brought them down to speak or to engage with rural. And so there was a gap between their knowledge, et cetera, et cetera. So your question is, how do you bring them to the table? How do you not bring them to the table? How do you not bring them to the table? How do you not go in and locate the biggest impact on land and soil or farmers? So everything you want to do on climate change, if you don't get farmers to change what they do, nothing is going to happen, like zero. And then you have to understand that they've been working the way they've been working for years. So there is some subsidizing
I was in Estonia, and farmers said that, how do you expect us to stop doing business this way and magically turn and do business the other way? You have to understand that there's time, there's an implementation. Changes don't happen overnight. These industries are big, and they've been working the way they've been working, and what you're asking them to do is cost prohibitive if they're not subsidized to make these changes incrementally. So this idea that you can flip the climate change switch overnight without, that's why you have to unpack the problem. Farming may not be the labor intensive thing that it is, but it is your water, it is your soil, it is your land. So you have to address it, but then you can't have farmers go out of business, but they're willing to work with you. So if you have X amount of farms, you work incrementally. You attack the problem one piece at a time, expecting that over time there'll be change, not immediately. And so that's kind of the idea. That's why you have to bring them to the table, etc. Now, if you take the 14 member countries that have indigenous, we won't go there, that adds another level to it. But indigenous people are living on lands that you have to then bring them to the table. OECD, all of the above. We advise countries, we help them implement, we build capacity. I run workshops with local leaders on how to design their policies in rural places. We are at the table guiding them. We're helping to draft regulations, and then we convene. We're a convening platform, so we convene rural leaders. We bring them to the table with urban stakeholders to engage in dialogue to learn more about each other. So I would say just all of the above. Thank you very much. You're welcome. For a great presentation and lively discussion. So maybe we will start with our second session, et je repasse au français. Et donc j'appelle Cyril Gommel et Aurore Flippo à venir me rejoindre. Thank you. On va lancer les présentations. Donc de la même manière, on va faire cette fois-ci 10 minutes, en commençant par Cyril Gommel qui lui va revenir sur au cas français, avec notamment une évolution du rôle de l'État dans les ruralités, et donc qui reviendra notamment sur la question des intermédiaires qui a été posée, j'imagine, sur la façon dont la décentralisation nous permet aussi de voir autrement la question des ruralités. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons une intervention d'Aurore Flippo sur le cas plus spécifique des politiques de mobilité. Cyril, à toi. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais effectivement essayer de faire ce lien entre les questions politique publique de l'État, transition écologique et ruralité, le plus simplement possible. On se gardera peut-être des sujets effectivement pour la discussion, que ce soit sur les questions de mobilité ou autres. Je précise juste que moi, je suis plus un rat des champs qu'un rat des villes. Voilà. Donc, j'ai grandi en périphérie d'une ville moyenne. J'ai fait une école d'agro. Je voulais pas faire celle de Paris avant de m'apercevoir que c'était le seul moyen par lequel je pourrais faire du développement local en étant dans la fonction publique, avec des filières qui aujourd'hui n'existent plus, puisqu'il n'y a plus de portage institutionnel, politique nationale, des questions de développement rural. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer pourquoi. C'est des raisons de sociologie administrative assez désopilantes. Voilà. Et après, effectivement, j'ai fait un parcours d'une vingtaine d'années pour le ministère, on va dire, transition écologique et cohésion des territoires, puisque c'est le même périmètre administratif sous les intitulés des ministres, avant de créer ce cabinet de conseil avec un passage entre les deux par l'innovation au niveau territorial et un mandat d'élu local. Alors, vous l'avez, je pense, abordé aujourd'hui, mais je n'avais pas assez bien regardé le programme ni assisté, c'est que de quoi on parle, quoi. Et là, je ne parle que de la France, mais on a bien vu que ça se pose bien plus largement. On parle d'agriculture, oui, mais les instituts de sondage aujourd'hui ne prennent même plus dans leur panel des agriculteurs pour sonder dans les communes les plus rurales de France. La population agricole, même si vous additionnez ce qui tourne autour, n'est plus significative d'un certain point de vue. Sur d'autres, vous le voyez en ce moment, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. La ville de Brive, au milieu, moi, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup franchi le périphérique parisien. J'ai travaillé de temps en temps au ministère, et pour qui, arrivé à Brive, on est plus que dans la ruralité dangereuse. Ça m'arrive de dire qu'on on a abandonné l'anthropophagie depuis quelque temps quand même dans les provinces que Michel Rocard invitait à décoloniser.
Est-ce que les zones périurbaines, la France moche, le pavillonnaire, c'est ou pas du rural, selon qui regarde? On est toujours le rural ou l'urbain de quelqu'un, le riche ou le pauvre de quelqu'un, le grand ou le petit de quelqu'un. Et vous prenez les mêmes phrases, vous les transposez chez moi entre la sous-préfecture de Montmorillon et Poitiers, entre Poitiers et Bordeaux, entre Bordeaux et Paris, vous avez le même récit, enfin, ou les mêmes affrontements de récits. C'est juste des questions fractales. Est-ce que c'est effectivement le clocher et le village image d'Épinal? Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, la nature la plus sauvage qui nous reste, sachant qu'il n'y a pratiquement plus de nature sauvage en Europe, hein, vous le savez, plus de forêts primaires, plus... Voilà, on est sur une France jardinée. Est-ce que c'est de la ruralité? Est-ce que c'est de la nature? On peut discourir très longtemps et les politiques publiques se prennent évidemment les pieds dans le tapis là-dessus. Hop là. Et puis donc évidemment, chacun se l'approprie, on est d'accord. Les écologistes, les chasseurs, ceux qui vont dire oui mais il y a de la ruralité urbaine, ceux qui disent oui mais attendez, ma ruralité elle est plus rurale que les autres, donc c'est l'hyper-ruralité. J'ai collaboré avec le sénateur de Lozère à l'époque sur ce rapport sur l'hyper-ruralité il y a 10 ans. Voilà. Alors, parmi les éléments que vous avez peut-être abordés aujourd'hui, voilà, moi j'aime bien l'entrée notamment d'Olivier Bouba-Olga qui redescend dans la statistique territoriale avec tout un tas d'indicateurs et qui montre notamment, vous pourrez voir ces derniers travaux ou cet article récent, comment les biais de composition sociale, par exemple, amènent à ce qu'on puisse sortir des généralités du type le rural vote plus extrême, en l'occurrence extrême droite, que l'urbain. Ben, non, c'est d'abord et avant tout des facteurs explicatifs sur la composition sociale qui jouent. Sur la question de l'accès aux services, en revanche, ce n'est pas du tout le cas, et on verra que c'est là, pour le coup, notablement lié aux politiques publiques. Je ne m'étends pas là-dessus, ça pourra peut-être appeler des questions. Du coup, moi, j'aime bien les approches, j'allais dire incrémentales. Typiquement, ce qui a été fait par l'équipe de Mohamed Illal de l'IDRA en 2011-2013 pour le CGET, qui, plutôt que de vouloir modéliser des récits de territoire, se sont simplement intéressés à essayer d'agréger tout un tas de composantes statistiques pour essayer de voir si on avait des coalescences et si on pouvait dessiner des choses à partir de regroupements de paramètres sans chercher d'abord à expliquer les choses. Et donc ça donne ce type de carte. Je vous invite là aussi à regarder cette étude qui mériterait d'être actualisée en tant que telle. Il y a eu des actualisations faites à l'initiative de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a pris la suite, mais pas dans le même registre et qui déjà repartait sur des logiques de mise en récit et de modélisation. Donc vis-à-vis desquelles, moi, je suis beaucoup plus prudent pour plein de raisons. Alors, ça aussi, pour arriver aux questions environnementales, mais on a quand même un rapport un peu spécifique à l'État dans ce pays, et le rapport État-territoire, il est quand même assez congénitalement lié. Je ne m'étends pas trop là-dessus, mais si vous écoutez des gens comme effectivement Bertrand Hervieux, qui, pour vous parler des campagnes françaises, remonte à des édits de Colbert sur la fiscalisation des métiers à tisser, où vous voyez comment au Moyen-Âge, on était déjà dans des tensions entre la féodalité qui tenait finalement le pouvoir politique par les campagnes et la bourgeoisie des villes, déjà à l'époque, qui se constitue en pouvoir économique en face. Vous comprenez vite pourquoi la puissance publique, en l'occurrence l'équivalent de Bercy sous Colbert, va par le système fiscal essayer plutôt d'éviter la concentration de la proto-industrie pour diminuer le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec finalement une révolution j'allais dire en Grande-Bretagne, avec des concentrations de manufactures beaucoup plus importantes et une métropolisation finalement du pays beaucoup plus importante. Tout ça pour en arriver à cette magnifique image satellite que vous connaissez, où vous voyez comment fonctionne les conurbations. On peut discuter sur l'éclairage nocturne plus ou moins pratiqué dans certains pays, mais globalement, c'est quand même une merveille de voir cette France des villes-préfectures à une journée de cheval les unes des autres. Alors on dit que c'est Napoléon qui l'a faite. Tout ça, c'est bien plus ancien, en réalité, puisque sous cet ancien régime, la manière dont le pouvoir féodal a pu asseoir son pouvoir politique l'a été aussi par l'adressage des villes moyennes. Donc on peut débattre aujourd'hui de la place des villes moyennes dans ce pays, n'empêche que tout ça s'accumule et se stratifie dans des territoires, et autant que la géographie qui fait passer des couloirs de circulation depuis le Moyen-Âge, hein, moi je suis à Poitiers, je suis dans le seuil du Poitou, il y a eu des batailles déterminantes au Moyen-Âge, tout simplement parce que c'est le couloir entre les deux massifs, en l'occurrence armoricains et centraux, et c'est là que les circulations se font de tout temps. Voilà, donc vous avez des essais très structurants de la géographie et de l'aménagement qui, aujourd'hui encore, pèsent énormément, finalement, dans les logiques qu'on rencontre. Donc on peut théoriser beaucoup de choses, il y a une réalité physique, métabolique, qui s'opère derrière tout ça. Et alors, si on reste un tout petit peu un instant sur ce sujet des villes moyennes, on le disait tout à l'heure, qui sont aussi un angle d'attaque pour parler de la relation urbain-rural, puisque où est-ce qu'on fait commencer l'urbain, le rural, selon les définitions qu'on emprunte?
Et puis toute cette question de l'adressage des territoires ruraux et de la manière d'assurer notamment l'accès aux services qui passe forcément par des agglomérations intermédiaires. Là, c'est un travail qu'on avait fait pour France Stratégie suite au Covid. Vous savez, on a eu toute cette mode de l'exode urbain, cette fascination, voilà, puisqu'il y a eu quelques confinés des villes qui sont partis dans leur résidence secondaire à la campagne ou dans leur famille. Et donc, on s'attendait à des grands renversements. Bon, il n'en a pas été exactement cela. Et c'est ce qu'on a objectivé en partie à travers cette étude. Il y en a eu d'autres, notamment une étude du PUCA très bien dont le titre résume tout, en disant petits flux, grands effets. Voilà, quand vous avez un acteur de cinéma connu qui achète une maison sur l'île de Ouessant suite à un tournage, les maisons prennent 250%. Plus aucun Ouessantin ne peut acheter une maison sur l'île et ça ne redescend pas. Et vous avez une personne qui joue le destin finalement d'une île à travers cette action-là. Pareil, quand vous êtes dans la Creuse, j'ai des amis qui ont emménagé à 20 km de Guéret il n'y a pas longtemps, qui ont 40 ans, qui ont 2 enfants. Et évidemment, la classe a été maintenue, c'est-à-dire que l'arrivée d'une famille sur une commune de 80-90 habitants, ça joue le destin. Et évidemment, la mère a tout de suite dit je vais commander une table de plus pour les élèves qui arrivent. Voilà. Donc on est sur ces situations-là parfois. Pour ce qui est des villes moyennes et finalement des territoires, on va retrouver à travers ces deux cartes-là, et c'est ça que je voulais simplement souligner, l'effet, ce qu'on appelle l'effet macro-régional, c'est-à-dire que le destin et la trajectoire des territoires ruraux, une autre manière de le dire, et des villes qui les irriguent, entre guillemets, si on est dans cette vision un peu, toujours pareil, urbano-centrée, dépend beaucoup plus des localisations macro-régionales que de trajectoires intrinsèques. Et donc vous avez sur la carte de droite ce fameux U français et l'Île-de-France, qui est un grand classique des géographes, quels que soient les paramètres qu'on emprunte. Après, si on va sur la question de l'action publique et de l'État, puisque c'était le sujet, il y a toujours la question de se dire, est-ce que finalement il faut regarder les politiques publiques spécifiquement marketées pour aller adresser les territoires, la ruralité, on ne va pas s'étendre là-dessus, là, il y a eu tout un tas de périodes, de mouvements, de courants, ou est-ce qu'on s'intéresse aux effets de l'action publique sur les ruralités, sous-entendu avec beaucoup d'effets collatéraux et imprévisibles. Moi qui ai travaillé dans l'innovation, je peux vous dire que la politique française la plus efficace et la plus brillante en matière d'innovation et de création de start-up, elle s'appelle Pôle emploi. C'est pas les millions qu'on déverse par BPI France ou autre, c'est parce qu'on a une politique publique qui a un effet complètement structurant sur le tissu social et qui va jouer de manière collatérale sur des pans entiers finalement de la société. Voilà, à gauche, vous avez, vous la connaissez, c'est cette carte isochrone, probablement, qui simplement redessine la France à la lumière du TGV il y a quelques années. Voilà, donc là, on est à la fois dans l'aménagement du territoire, on est dans l'action publique, on est dans une conception de priorité, notamment sur, là, en l'occurrence, la desserte du ferroviaire. Grand débat sur les petites lignes, la réouverture d'un certain nombre de lignes versus la carte qu'on avait à la fin du 19e ou au début 20e sur le schéma ferroviaire français. Et puis, vous voyez que, alors on ne le voit pas là sur cette carte, mais pour avoir travaillé, je disais, pour le sénateur-maire de Mende, je ne l'ai pas cru la fois où il m'a dit on met plus de temps pour venir à Mende aujourd'hui en train depuis Paris qu'on en mettait dans les années 20. Je ne l'ai pas cru, je suis allé regarder, il avait raison. Voilà, donc ça projette juste par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur la question du sentiment de déclassement, à tout point de vue, mettez-vous juste dans l'idée que il y a des gens qui habitent dans des territoires où un siècle avant, le niveau de service public était plus élevé qu'aujourd'hui, avec la modernité qui passe dessus. Ça fait réfléchir. J'en arrive à mes questions de fonctionnaires défroqués. Oui, j'adore, je ne peux pas m'empêcher de citer la phrase qu'Emmanuel Macron avait évoquée dans un salon de l'agriculture il y a quelques années. On est un pays singulier puisqu'on est à la fois unitaire, et ça c'est le grand rôle de l'État de jouer sa carte de l'égalitarisme plutôt pour son propre confort de mon point de vue. Forcément, il est en partie déconcentré, ce qu'on disait sur l'administration, les villes moyennes, et puis il est effectivement de plus en plus décentralisé, mais alors avec une décentralisation à la française, je ne m'étends pas non plus, je pense que vous en savez quelque chose là-dessus, on n'a pas réorganisé préalablement les échelons, on n'a pas créé de système de tutelle de collectivités les unes sur les autres, libre administration des collectivités, article 72 de la Constitution. Donc un président de région n'a pas autorité sur le maire d'une commune de 50 habitants. Faut-il le faire ou pas, c'est un autre débat. Mais tout ça est un excellent prétexte pour que l'État maintienne presque autant de fonctionnaires qu'avant la décentralisation, pour orchestrer le concert local. Et donc il faut des sous-préfets. Et donc il y a beaucoup de régulations qui s'opèrent du fait de ce système-là. Les collectivités se sont quand même construites aussi à l'image de l'État, c'est-à-dire assez paternalistes,
voilà, on vient les voir parce qu'on a besoin d'elles, et en même temps, elles ne peuvent pas tout administrer, et en même temps, elles se mêlent en permanence de ce qui ne relève pas de leur champ de compétences, pour des raisons qui s'expliquent finalement assez bien sur le terrain. On a décentralisé au passage des compétences clés, justement, sur les questions territoire et transition écologique, qui sont massivement, aujourd'hui, en dehors de la sphère de l'État. Le New Public Management passe par là, de plein de manières. La LOLF verticalise complètement les compartiments. On prône la transversalité, on en fait infiniment moins qu'il y a 25 ans, pour des raisons totalement mécaniques. Les réformes territoriales qui accompagnent ça, je vous ai mis à droite des petits organigrammes rigolos. Voilà, on ratatine les organigrammes pour dire qu'on simplifie et qu'on massifie, c'est-à-dire que là où il y avait 13 directions départementales ou régionales, vous en mettez 3 ou 4, etc. Ça a plein d'effets que je ne vais pas pouvoir détailler. Mais retenez que dans tout ce grand mercato, il se passe plein de choses très importantes. C'est que en mettant globalement le niveau départemental sous l'autorité quasi exclusive des préfets, les ministères donc parisiens considèrent qu'ils ne peuvent plus piloter leur direction, donc elles sont perdues pour la cause. Donc on désinvestit complètement le niveau départemental de l'État en créant un niveau régional hydrocéphale. Et ça, pour acheter la paix sociale, je le dis aussi parce que ce n'est pas souvent dit, on crée de la promotion de fonctionnaires au niveau des cadres pour accepter un repyramidage. C'est un petit peu comme vous confiez une mission avec des primes sur résultat à des gens à qui vous demandez de fermer une usine. Donc le système se met à fonctionner un peu en mode auto-emballement, mais vous éloignez fortement la compétence du territoire et vous la décentrez par des mécaniques de repositionnement de fonctionnaires. Ça, c'est vraiment de la tambouille, mais qui font que les compétences historiques sur certains métiers, en tout cas, disparaissent ou sont floutées. On crée des grandes régions, XXL, 600 km de Pau à Guéret, ça veut dire qu'il faut plus qu'une journée pour faire des allers-retours. Ça veut dire, dans l'organigramme de droite, ne le lisez pas, il n'est pas fait pour, mais les petites couleurs vous montrent quand on crée une direction régionale à 3 sièges historiques, Limoges, Poitiers et Bordeaux, vous mettez 40% de l'encadrement supérieur dans le temps de déplacement. Vous avez des directeurs qui ont 3 accidents de voiture en 5 ans. Vous décapitez en gros le pilotage des administrations par des mécaniques qui sont des mécaniques physiques, de réalité physique. Et puis donc l'État employeur, ce que je viens de dire, se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis du territoire, c'est-à-dire que quand vous créez des mécaniques d'aspirateurs où effectivement les fonctionnaires de Cahors vont avoir leur perspective de carrière s'ouvrir sur Toulouse, qu'ils investissent 100 000 € de plus pour avoir une maison plus petite qu'avant, ils ne vont pas repartir sur Cahors et leurs enfants vont faire leurs études à Toulouse, etc. Donc vous créez aussi des mécaniques auto-entretenues de ce point de vue-là. Et tout ça, ça produit plein de choses. On a vu du mécontentement. Là, j'évoquais juste cette France dite de l'hyper-ruralité, des 5% de population sur 25% du territoire. Ruralité de l'éloignement. Je vous invite à lire le rapport sur les questions de gradient et où on voit tout un tas de phénomènes dans lesquels, je disais, par des systèmes d'indicateurs, effectivement, de statistiques, on crée des biais dans lesquels on accentue, je dirais, l'urbano-centrage et on perd complètement de vue la réalité physique qui s'opère dans ces territoires où le maire de Mende est obligé tous les étés d'aller négocier un hélico de gendarmerie pour 2 mois. On a 80% de chances de mourir d'un AVC en plus que si on est en zone urbaine. Et tout ça, évidemment, avec des indicateurs qui n'ont rien à voir avec le temps d'accès à un CHU en zone urbaine. Voilà, ça a été souligné par différents rapports de différentes manières, avec cette question vraiment de l'adressage des services publics. Charlotte m'a demandé de parler des questions de transition écologique en 1 minute. J'ai repris cette diapo empruntée à Bernard Brier sur les postures de l'État. On peut gloser là-dessus longtemps. C'est pas valable que dans la ruralité, mais si on cherche à repositionner la valeur ajoutée et le rôle de l'État là-dedans, on voit que quand on parle particulièrement de ces enjeux territoriaux urbain-rural, on est assez mauvais finalement dans les 4 dimensions. On n'a pas un État régulateur dans ces territoires, il a plutôt désinvesti. Il n'opère plus, ou quand il opère, c'est version à 69, donc on crée des conflictualités. Je pourrais parler, mais je ne vais pas le faire, des énergies renouvelables. On a fabriqué une politique publique autobloquante qui permet pratiquement le rejet de la transition écologique pour des raisons qui s'expliquent très bien. On est mauvais stratège et mauvais promoteur ou accompagnateur. J'ai des exemples pour le prouver s'il faut. Voilà, donc tout ça, on arrive à effectivement ces questions de globalisation de la problématique, comme on le disait tout à l'heure, de mécontentement et de simplification des prismes de vision entre urbain et rural, alors que des causes racines se trouvent enchâssées beaucoup dans la manière dont on produit de l'action publique, dont on la construit, dans les processus, je dirais, internes qui amènent à adresser de la politique publique. Merci. Merci beaucoup.
Merci Cyril d'avoir fait l'effort de mettre des organigrammes, de nous rappeler qu'il y avait des enjeux budgétaires, de planification, de carrière administrative et de formation de notre fonction publique. On oublie souvent que ça fait aussi partie des sujets. Donc merci d'avoir ramené ça. Mais je vais tout de suite passer la parole à Aurore Flippo. Bien, et ben merci en tout cas de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, je vais vous parler plutôt justement du point de vue de ce qui convient d'appeler actuellement les territoires, à partir d'un projet de recherche que j'ai mené de 2019 à 2021 et qui s'intéressait à la question de l'appropriation des enjeux de mobilité durable par les acteurs locaux sur des territoires peu denses en Drôme et en Ardèche. C'est bon. Donc on l'a vu, la mobilité constitue une dimension cardinale de l'habité rural. Elle s'explique par l'éloignement progressif des lieux de travail, des lieux de consommation, des équipements et des services qui contraignent les habitants à franchir des distances de plus en plus longues. Pour ne parler que de la distance domicile-travail qui a augmenté de moitié en 20 ans en milieu rural. Donc habiter le rural, c'est être confronté à des agencements territoriaux caractérisés par la dispersion et auxquels les habitants s'adaptent par la mobilité. Or, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir aujourd'hui et sur lesquelles je ne suis pas non plus la plus compétente, l'organisation infrastructurelle de cette mobilité s'est faite autour du tout-voiture. Donc les inégalités de mobilité, elles sont particulièrement intriquées avec les questions d'inégalité sociale et d'inclusion sociale qui se mesurent alors à la capacité à avoir accès à l'automobile qui constitue un socle de l'autonomie. Pour les jeunes, il s'agit de l'acquérir. Pour les personnes âgées, pardon, il s'agit de la maintenir. Et pour les ménages pauvres, il s'agit de réussir à y accéder. Donc, cependant, ce modèle fondé sur l'automobile et encore plus sur l'autosolisme pose aujourd'hui question pour des raisons économiques, sociales, mais aussi bien sûr environnementales face au changement climatique. Or, si les dynamiques mobilitaires des grandes agglomérations sont marquées plutôt par le recul de l'automobile, grâce à une offre de transport étoffée, ce n'est pas le cas dans le rural ni dans le périurbain, où l'automobile reste largement dominante. Donc, à l'injonction à la mobilité qui préexistait sur ces territoires, s'ajoute aujourd'hui l'injonction à une mobilité vertueuse. Mais pour autant, on constate que cette injonction ne s'accompagne pas d'une stratégie claire de la part des acteurs publics à l'intention des territoires ruraux. En effet, les politiques de décarbonation de la mobilité, elles ont été pensées de façon aterritoriale. C'est tout à fait ce que disait Betty-Anne juste avant, c'est-à-dire sans distinction entre les territoires, mais implicitement, malgré tout, pour les mobilités urbaines et interurbaines, parce que c'est des personnes urbaines qui ont produit ces politiques. Les espaces moins denses ont été perçus comme des territoires destinés à être franchis plutôt que maillés. En témoigne leur dénomination comme territoire interurbain dans la loi NOTRe, qui définissait l'organisation des compétences de mobilité jusqu'en 2019. Donc c'est en cela que le mouvement des Gilets jaunes constitue un tournant fondamental, pour deux raisons. D'une part, il a marqué le début d'une prise de conscience des effets adverses des politiques de décarbonation sur les catégories sociales populaires. Et d'autre part, il a mis à jour l'importance de la mobilité dans les territoires ruraux et l'importance aussi de la dépendance structurelle à l'automobile de ces territoires. Donc ce mouvement, il a aussi permis de parler de mobilité en dehors de la question de l'accessibilité depuis la ville, qui est en général le prisme qui a été beaucoup utilisé, qui a dominé les approches de l'aménagement des territoires ruraux. Donc c'est typiquement la carte qu'on a vue sur le TGV. Parler de mobilité, c'est alors se demander comment arriver dans la campagne et aussi comment en sortir. Or, une des revendications des Gilets jaunes, pas la seule, mais une d'entre elles, au départ, c'est la question de pouvoir habiter son territoire et pas du tout d'en sortir. Enfin, la dernière facette de cette impensée, c'est aussi celui des milieux écologistes et militants en milieu rural qui, jusque dans les années 2000-2010, questionnaient finalement relativement peu l'usage de la voiture et la possibilité même d'une autre mobilité dans ces territoires.
Donc, au tournant des années 2020, on constate que la mobilité en ruralité commence à se constituer en véritable problème public. Donc, vu de Paris et de l'État central, ce sont les Gilets jaunes qui ont mis en évidence cette question et qui ont attiré l'attention sur le sujet. Vu des ruralités et des collectivités locales, c'est plutôt la loi d'orientation des mobilités de 2019. En effet, jusque-là, les questions de mobilité en ruralité se traitaient soit sous l'angle de l'accessibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire connexion aux grands axes, bonne desserte routière, et insertion, c'est-à-dire faire accéder ou maintenir des publics dans la mobilité et ou pallier leur absence de mobilité. Par ailleurs, depuis la loi MAPTAM de 2014 et NOTRe en 2015, les compétences de mobilité se sont éloignées de plus en plus des collectivités rurales. C'est ce que disait justement Cyril. Mais depuis 2015, des initiatives émergent tout de même de façon un peu timide, mais néanmoins présente, dans les sujets d'intérêt des collectivités locales, via des compétences énergie, tourisme ou solidarité. Des crédits européens, par exemple, via le fonds LEADER ou alors des projets ADEME qui viennent soutenir les premières expérimentations de mobilité durable en ruralité. Donc la loi d'orientation des mobilités, elle constitue un tournant parce qu'elle propose aux collectivités locales qui le souhaitent d'acquérir la compétence mobilité. Et en poussant les élus à se positionner, à voter en fait sur ce sujet, elle va mettre le sujet de la mobilité sur la table. Parallèlement, de multiples nouveaux acteurs sont apparus sur les territoires pour s'emparer des questions de mobilité. On constate par exemple l'émergence d'un écosystème associatif, notamment autour du vélo. Ces initiatives, elles viennent en partie des populations plus récemment installées, ce qu'on appelle les néo-ruraux, mais pas seulement, car elles s'appuient aussi sur une prise de conscience de l'impact de la voiture individuelle dans les milieux écologistes et militants ruraux dont je parlais tout à l'heure. Elle vient aussi rencontrer les acteurs de l'insertion sociale qui étaient déjà mobilisés sur ces thèmes, même si la rencontre n'a pas toujours été très facile en fait, entre les deux approches. Et puis, elle s'appuie aussi sur la popularisation et la dissémination de la question des modes de vie comme façon de saisir la transition écologique. Donc, face à cette émergence d'acteurs, elle s'explique par le vide en fait, institutionnel qui fait face à l'existence d'une demande sociale qui est importante. Ces acteurs associatifs, ils se caractérisent par ailleurs par une expertise assez forte, expertise d'usage, mais aussi expertise technique, qui va venir en fait pallier le manque de compétences dans les collectivités locales. Donc les discussions qui ont entouré l'adoption de la compétence mobilité dans les collectivités locales, elles ont constitué un moment de rencontre entre ces différents acteurs via l'ambition affichée de couvrir les zones blanches de la mobilité en donnant une capacité d'action aux collectivités locales. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est que les négociations ont été dominées par les régions qui ont donné le ton, c'est-à-dire que là où les régions étaient favorables à la prise de compétences, les collectivités l'ont prise, là où les régions se sont opposées, elles ne l'ont pas prise. En outre, les élus locaux ils se sont trouvés souvent démunis face à l'extrême complexité du sujet, à l'absence de ressources financières mais aussi humaines pour les traiter, et face à un sujet perçu comme politiquement explosif. Tout cela alors qu'ils venaient d'être élus en plein Covid. Par ailleurs, les projets se heurtent fréquemment au même problème qui est lié finalement à la définition même de la ruralité, à savoir la faible densité et donc le faible nombre d'usagers potentiels. Les investissements dans les infrastructures se font sur une logique d'intensité d'usage. C'est ce qu'on a vu aussi dans la journée aujourd'hui avec la question de la rentabilité dans les services publics. Et donc, ils reproduisent les inégalités entre villes et périphéries, et même à l'intérieur des périphéries, entre bourgs et communes excentrées. L'exigence de rentabilité fait que de nombreuses infrastructures vont coûter trop cher par rapport à leur usage. Même si cette approche, finalement, se heurte à une recherche de rééquilibrage du territoire ou d'égalité des services. Donc, pour contourner ces difficultés, les collectivités locales rurales ont souvent recours au tourisme pour gagner des usagers, par exemple sur des projets de voies vertes, même si les tracés, du coup, correspondent un peu moins aux usagers du quotidien et un peu plus à la visite des jolis paysages. Et puis, elles peuvent se tourner aussi vers des aménagements plus légers, comme par exemple les chaussées doux, donc qui ne modifient pas la voirie existante, mais permettent de matérialiser
des bandes cyclables sur des routes ordinaires. Donc les principaux conflits entre acteurs, ils portent sur l'investissement et sur le manque de financement pérenne pour la mobilité durable. Et face à ces dilemmes, beaucoup d'acteurs s'en remettent à la société civile, perçue comme pourvoyeuse de solutions qui seraient meilleures, mais aussi et surtout moins chères. L'autopartage, le covoiturage, l'autostop organisé ne nécessitent pas de modifier en profondeur le système socio-technique, ni d'investissement public dans les infrastructures. Ils reposent souvent sur des associations, voire sur les habitants eux-mêmes, dans des systèmes de pair à pair. L'action publique locale se limite alors à l'accompagnement, la sensibilisation, la communication, voire la mise en place d'applications, et plus rarement en la mise en place d'un véritable service, comme les lignes de covoiturage express. En outre, lorsqu'elles échouent, cela est souvent attribué à la mauvaise volonté des automobilistes plutôt qu'à une adéquation du service. Pourtant, certaines modalités posent des enjeux d'accès au public vulnérable. Donc, on parlait notamment aujourd'hui des questions de littératie numérique, aussi de capital social et économique, car ce sont finalement des initiatives qui reposent parfois implicitement sur la réciprocité et sur les réseaux sociaux personnels. Donc elles doivent faire l'objet de véritables politiques pour pouvoir être appropriées. Donc, paradoxalement, les habitants sont enjoints à changer leurs habitudes, mais éloignés, voire tenus à l'écart de l'élaboration des politiques de mobilité. Ils ont été les grands absents des débats sur la LOM. Je pense que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Les débats ont été très peu relayés, que ce soit localement ou dans les médias, malgré son importance. Et de la même manière, on constate une véritable difficulté des habitants et même des associations à savoir vers quel interlocuteur se tourner pour relayer leurs demandes. La faute à ces petits graphiques qu'on a pu voir tout à l'heure, une gouvernance complexe, opaque, une importance de l'expertise dans les décisions qui va revenir à des acteurs extraterritoriaux, que ce soit des bureaux d'études ou les services de l'État, et qui va parfois aboutir finalement à beaucoup d'incohérences, comme un bus qui passe à 3 heures de l'après-midi. Mais on constate cependant que l'enjeu de la mobilité est de plus en plus présent et de plus en plus investi, en tout cas par les candidats, que ce soit aux municipales ou aux législatives dans les territoires ruraux. Et puis, il y a aussi de grandes organisations de la société civile qui se sont mobilisées pour peser au niveau national. Je pense par exemple à Famille Rurale ou au Secours catholique, qui ont tous deux sorti des rapports sur le sujet. Et je termine. Donc en conclusion, on peut dire que la mobilité en ruralité, elle vient questionner le paradigme des transitions justes en s'intéressant aux privilèges et aux préjudices qui sont générés par les politiques de transition écologique. Elle vient aussi confronter différents aspects de cette justice et de la justice climatique, la justice sociale, la justice spatiale, la justice distributive, la justice compensatoire et la justice délibérative. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Aurore, de nous avoir permis de venir sur un cas plus spécifique, celui de la mobilité, qui est sans doute l'un des plus controversés et l'un qui est le plus en tension aujourd'hui dans les territoires ruraux. Je propose qu'on ouvre la discussion avec des questions. Là aussi, je vous demande d'avoir des questions brèves pour qu'on puisse... Alors, monsieur, et puis on ira au fond là-bas, madame. Merci, ça s'adresse plutôt à monsieur Gomel. Tout d'abord, merci à vous deux pour votre intervention. Est-ce que vous avez parlé des réformes de l'État, notamment la REAT? Est-ce que le mode partenarial qui semble prendre de la place aujourd'hui, je pense par exemple au plan État-région, est-ce que ce mode partenarial ne permet pas plutôt une meilleure prise en considération des enjeux territoriaux et une meilleure prise en considération des échelons politiques inférieurs qui ont émergé justement depuis les années 80 et depuis la décentralisation? Oui, Henri Fraisse, association Fidarec et association Société française de prospective. Toujours dans la recherche, effectivement, d'un peu de smiley, puisque ils étaient tous avec une tête pas très sympathique. Je voulais avoir un peu votre avis sur la planification écologique. Et bon, s'il y avait quelques smileys que vous verriez quand même positifs, même si vous n'avez pas voulu nous les présenter. Et puis peut-être, je dirais,
une réflexion un peu osée sur le retour au territoire, parce que je pense que par l'atténuation climatique, les territoires seront les seuls sachants, donc pourront éventuellement reprendre un peu la main, et puis l'espoir par la société civile qui s'approprie un certain nombre d'initiatives. Merci. Alors, il y a une question là-bas. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Allez-y. J'ai une question. Moi, je viens de ruralité profonde. Je ne sais pas comment on dit ça, mais un village de 200 habitants, bien perdu vers Avignon. Et justement, c'est complètement vrai ce que vous disiez sur le besoin de la voiture. Enfin, mes parents ne peuvent pas bosser s'ils ne prennent pas de voiture. Mais c'est toute une réflexion qu'on commence réellement à avoir aussi dans la région. Et justement, ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps qu'une association de covoiturage est en train de se monter sur le quartier. Et justement, vous parliez de souvent, les gens ne savent pas à qui s'adresser pour monter leur projet ou en tout cas faire face à ces enjeux. Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives potentiellement nationales, gouvernementales, régionales, je ne sais pas, qui viennent en aide justement à ce genre d'initiative ou en gros, est-ce qu'il y a des projets de ce type qui se sont menés, qui sont nés et qui ont marché, qui ont fonctionné avec un appui de l'État? Alors, je crois qu'il y avait une question. C'est ça, vous aviez une question? Oui. Ah non, c'était okay. Donc, je propose qu'on réponde dans un premier temps, puis on reprendra un tour de questions. Aurore, est-ce que vous souhaitez commencer? Oui, je peux peut-être. Alors, je n'aurai pas vraiment d'adresse à vous donner pour votre cas particulier. Mais oui, il y a beaucoup d'associations qui existent dans beaucoup de territoires. Il y a en général des relais qui peuvent se faire parfois par les agences locales d'énergie et de climat. Parfois par des associations spécialisées sur la mobilité. En fait, ça dépend vraiment des territoires. Par contre, il n'y a pas, justement, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas une politique nationale claire et vraiment, il n'y a pas une stratégie d'accompagnement de ce genre d'initiative. Mais il existe tout un tas d'acteurs qui, sur les territoires, vont être à même de les accompagner. Parfois, ça peut même être le département. En fait, c'est vraiment à chaque territoire une configuration un peu particulière. Merci. Cyril? Alors, il y avait effectivement une première question sur on va dire, le rapport État-collectivité, l'évolution depuis, j'ai envie de dire ça comme ça, les premières lois de décentralisation qui remontent quand même aux années 80 et où le plus gros s'est joué, en réalité, jusqu'à ce jour. Là, j'ai pas eu le temps de terminer sur une note optimiste, donc je suis passé par le côté négatif, bien sûr. Mais juste pour inciter sur le poids de l'intendance derrière tout ce qu'on se dit. Voilà. Et si on ne met pas les mains dedans ou qu'on ne prend pas la peine d'y regarder, on peut assez vite rester à la superficie des choses ou ne pas comprendre des fois ce qui se joue. Je ferai une distinction claire entre le bloc local, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités qui exercent la majorité aujourd'hui des compétences opérationnelles dans les grands champs dont on parle, et sur lesquels se déversent, du fait même de la décentralisation, les injonctions paradoxales. C'est-à-dire que dans le même mouvement où je vous ai évoqué très rapidement la verticalisation des pouvoirs ministériels, je ne l'ai pas non plus évoqué, mais une espèce de système de culture de l'arbitrage qui ne fabrique pas des compromis, mais qui exacerbe finalement des tensions et une logorée législative qui tient aussi à des surenchères d'administrations concurrentes les unes avec les autres. Ce n'est pas que le politique, je veux dire, derrière ça. À l'autre bout, la décentralisation a ceci de pratique qu'elle permet de dire c'est plus à moi de mettre en œuvre, et donc débrouillez-vous avec ça. Et le ça peut être produire du logement, préserver des trames vertes et bleues, une offre de transport, etc. Et si vous rentrez les mains dans la planification territoriale, pour le coup, pour distinguer un peu de l'aspect planification écologique nationale, qui est un autre récit, vous discutez avec n'importe quel élu aujourd'hui, riche ou pauvre, éclairé ou pas, les élus locaux sont sous tension de ce système, sachant que ce qui est évoqué tout à l'heure par Bétiane, qui est normalement une circulation d'énergie top-down et bottom-up, moi je le dis avec 25 ans de recul, le bottom-up c'est très largement éteint, tant au sein de l'administration d'État que dans les systèmes décentralisés, puisque le pilotage national ne veut plus avoir des indicateurs qui lui remontent, qui lui diraient que sa politique publique n'est pas bonne. Voilà. Les dimensions évaluatives, feedback et amélioration ont plutôt eu tendance à être ciselées pour pouvoir produire un storytelling qui relève plus de la communication politique que de l'action publique en réalité.
Et ça, évidemment, ça a des gros effets de bout de chaîne, puisque voilà, les efforts se concentrent sans qu'il y ait une capacité finalement à faire de la régulation. Sur les échelons intermédiaires de type grande collectivité, sans rentrer dans les débats éternels, départements, régions, etc., il faut juste rappeler d'où on part. C'est-à-dire que typiquement, les départements sont des collectivités anciennes. Elles sont, même d'un point de vue ressources humaines, fonctionnement, on a plutôt des vieilles dames qui se sont concentrées plus ou moins bien sur les métiers qu'on leur a laissés, hein, en l'occurrence avec beaucoup de dépenses obligatoires sur le social, sur les infras, mais voilà, avec des systèmes d'étranglement progressif, voilà, pour des raisons qui tiennent à la volonté de les faire disparaître sans le dire. De la même façon que pour les communes, on transfère les compétences aux intercoms, mais dans des mécaniques qui ne sont pas réellement bien assumées. Le niveau régional, c'est très différent. Il vient d'une administration de mission. Quand vous étiez au début des années 80, voilà, comme pour les préfectures de région, vous avez des petites équipes qui font des études, de la prospective, de l'évaluation. On est plutôt sur cette culture, entre guillemets, stratège. Et puis évidemment, avec là aussi les transferts successifs et le fait que vous donnez essentiellement aux conseils régionaux un rôle financier, ce sont d'abord des banques publiques, c'est-à-dire leur instrument d'intervention, il est essentiellement dans le fait de financer des actions que d'autres vont mener concrètement. Vous restez quand même assez loin de l'opérationnel, à part sur des champs très précis comme les lycées, les transports, on pourrait discuter. Mais voilà, par culture, vous avez des systèmes qui sont peu préparés justement à l'exercice de la résolution des contradictions, parce qu'ils avaient l'habitude de grands schémas programmatiques pour distribuer l'argent. Et donc typiquement, quand les SRADET, les premiers schémas régionaux qui avaient une opposabilité sur le niveau local sont arrivés, on était quelques-uns à rigoler sans rire, mais à voir le coup venir, où finalement ça n'allait pas du tout être drôle d'endosser une responsabilité qui n'était plus de distribuer l'argent, ce qui est plutôt agréable et populaire, mais de devoir commencer à gérer des arbitrages dans des emboîtements effectivement territoriaux. Donc il y a eu voilà, plusieurs phases, ne serait-ce que dans les 20 dernières années sur le sujet, je ne m'étends pas dessus, mais on est passé de tentatives de co-construction à des systèmes qui s'opèrent maintenant davantage dans des rapports de force malgré tout. Je termine quand même sur la dimension politique, c'est que quand vous avez par exemple au moment du Grenelle de l'environnement un État, on va dire à droite, et une écrasante majorité des conseils régionaux à gauche, vous avez des jeux de posture là-dedans qui consistent effectivement à refiler des responsabilités aux copains ou à dire qu'on est à fond pour les énergies renouvelables parce qu'on sait que l'État va devoir, par les autorisations administratives, freiner le déploiement anarchique des ENR. Et donc voilà, il y a aussi des mécaniques politiques qui ont pu s'opérer dans les différentes phases de coopération. Pardon, j'étais un peu long, mais sur la planif, ce sera peut-être plus court, c'est un peu en lien. On a un système là à travers notamment ce qui a été conçu par le secrétaire général de la planification écologique, dont on voit bien que le rôle n'est plus le même aujourd'hui qu'il n'a été furtivement dans le gouvernement qu'il a créé, avec cette idée du bouclage. C'est-à-dire là, on en arrivait effectivement à dire les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, comment est-ce qu'on peut garantir qu'avec des pouvoirs décentralisés, une démultiplication des efforts, on arrive à atteindre des objectifs sur lesquels l'État s'est engagé au nom de la nation au niveau international et européen, etc. Voilà, on peut avoir des mécaniques intellectuelles et des avancées de type pilotage qui probablement ont été réalisées, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais moi depuis la création de ce concept. Mais bon, premièrement, on est sur un focus climat très fort et donc, comme toujours, on va attaquer un sujet probablement en écrabouillant d'autres au passage sans s'en rendre compte parce qu'il est plus facile à mécaniser d'une certaine manière. Voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus. On a eu quelques jours de ça dans les mêmes murs ici, des réflexions sur les questions d'évaluation stratégique environnementale et donc la manière de concevoir des raisonnements qui anticipent ces effets pour avoir un design de politique publique efficace. Par culture et là aussi par sociologie administrative, on est encore très loin d'une bonne appropriation des outils de l'évaluation ex ante pour déployer des choses qui soient à la fois efficaces collectivement et qui fassent que ça se passe en synergie et pas dans l'affrontement. Bah écoutez, je pense que du coup, on a pu peut-être aller au bout des interrogations de cette journée qui était bien complète sur les ruralités. Est-ce que peut-être nos deux intervenants souhaitent avoir un petit mot de la fin ou amener des éléments en complément, des choses que vous n'avez pas eu le temps de dire, parce que je vous ai frustré pour 10 minutes d'intervention. Donc, est-ce que vous voulez ajouter ou je ne veux pas vous mettre en difficulté? Là, comme ça, moi, je... Pas de mot de la fin, très bien. C'est juste un clin d'œil, mais un lien justement entre nos deux interventions sur la question de la mobilité. Ça rejoint la question tout à l'heure posée de notre Vauclusienne, c'est comme ça qu'on dit. Oui, il y a plein d'initiatives en local qui se passent et j'aurais pu mettre un tout petit focus, parce que c'est un coup de cœur, sur les questions
sur le développement récent des véhicules intermédiaires légers, donc dit des VELI, qui est alors une brique intéressante parce qu'elle vient d'un point de vue technique, technologique, mais aussi réglementaire, code de la route, j'en passe, ouvrir le sujet de qu'est-ce que c'est que la mobilité individuelle alternative à la voiture. C'est-à-dire qu'on peut commencer à se dire qu'on a des alternatives réelles en rural sur de la faible densité pour remplacer la voiture. Et donc ça déclenche aussi des réflexions beaucoup plus larges et plus systémiques sur toutes les alternatives qui existent en rural. Voilà, là c'est plus avec une casquette de président d'asso local qui travaille sur ces sujets aussi. On a fait des choses qui montrent que c'est pas très compliqué d'y arriver, mais à la condition, et là c'était mon sujet d'avant, que les collectivités fassent leur boulot de collectivité, que l'État fasse le boulot de l'État, et s'appuie assez largement sur des forces vives territoriales à la condition de les outiller. Là, je suis en ce moment en train de ferrailler avec les élus de ma communauté de communes qui viennent d'adopter Rubis-sur-Longle un plan de mobilité simplifié, donc l'équivalent d'un plan de mobilité rurale non opposable, mais qui est une déclaration d'intention. Ils ont payé 12 000 € à un bureau d'études qui a fait un catalogue parfait, stéréotypé, et qui n'a même pas pris en compte ce qu'on disait pendant les réunions. C'était quand même assez caractéristique. Et là, avec l'association qu'on porte, on est en train de monter un gros programme sur la mobilité alternative. On a réussi à faire monter des centaines de personnes dans le TER, ou monter jamais personne, parce qu'on a monté des événementiels avec des clubs sportifs, où on récupère des vélos qu'on remet en état, qu'on met à disposition des jeunes de nos campagnes. Enfin voilà, c'est par plein de bouts qu'on fait ces trucs-là. On voit bien que la réaction, j'allais dire stéréotypée, de l'élu rural plutôt masculin, retraité, etc., qui évidemment n'est pas dans les premiers à se poser la question à titre individuel, comme pour l'urbanisme, c'est une tension entre oulala, mais c'est notre boulot de tout faire, donc vous allez nous piquer notre boulot. Et puis dès qu'on les met évidemment sur le grill pour exercer un nombre de compétences, c'est ah mais on n'a pas les moyens, vous savez, c'est compliqué, quoi, voilà. Et sur un sujet comme la mobilité, c'est caricatural. On a eu des investissements faits dans la Comcom avec quelques millions d'euros de mis à des époques où il y avait des phases de subventions importantes. Ça a servi à faire effectivement des voies vertes, mais qui n'ont jamais été positionnées pour des déplacements domicile-travail. On est sur de la découverte touristique où il ne passe jamais personne parce qu'on n'est pas sur un territoire touristique, qui ont été vite défoncés par les tracteurs qui passent parce qu'on n'avait pas non plus pensé que les circulations agricoles allaient ruiner tout ça. Et puis on a des aires de covoiturage sur lesquelles ne se gare jamais personne puisqu'elles n'ont jamais été positionnées avec des usagers pour imaginer ce qui pourrait faire sens, etc. Et à l'autre bout, vous avez effectivement à bas bruit tout un tas de pratiques informelles qui sont non documentées, qui font que les services de l'État, donc mes petits camarades, viennent en disant « ça va pas du tout, vous faites rien pour le covoiturage, etc. » Et dans certains territoires, les données de terrain montrent qu'en réalité, il y a des pratiques informelles, les familles s'entraident, etc. Donc voilà, il y a du système D. C'est juste que c'est sous l'écran radar de la politique publique. Voilà, c'est juste un petit aperçu, mais pour dire qu'on peut relier un peu nos deux sujets en décomposant cette question de la mobilité qui est vraiment cruciale puisqu'elle touche non seulement à la transition écologique, mais à la vie quotidienne, quoi. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on termine cette table ronde, qu'on remercie nos intervenants, donc Aurore Flippo, Cyril Gomel et Betty Alvarez qui est partie. Je crois que toute cette journée, notamment les interventions à la fois de chercheurs, d'acteurs de terrain, donc chercheurs issus de différentes disciplines, plus ou moins avancés dans leur carrière et montrés sur les thèses en cours aussi qui permettent de montrer la jeune recherche qui se développe sur ces sujets, les acteurs de terrain, côté public, privé, la société civile, de montrer l'intérêt de croiser les regards et d'amener des réflexions croisées sur la question des ruralités et de la manière dont l'écologie recompose, retravaille ces ruralités est absolument centrale pour nous. Donc de ce point de vue-là, je souhaiterais remercier Kevin Puisieux et la Fondation pour l'écologie politique avec Simon Audebert d'avoir initié cette discussion. Vous trouverez devant la publication qui est sortie aujourd'hui, si j'ai bien compris, de la semaine prochaine, qui est en avant-première, voilà, pardon, de la Fondation pour l'écologie politique et qui retrouve notamment, vous y retrouverez plusieurs interventions d'aujourd'hui, notamment celle d'Aurore. Vous avez plusieurs textes que vous pourrez retrouver, donc n'hésitez pas à venir vous servir avant de partir. Je souhaite également remercier, j'en ai encore pour 2 minutes avant que tout le monde file, les équipes de l'école urbaine, donc Saskia Valik particulièrement, et Pauline et Milget.
ici également, Pauline, pour l'organisation de cette journée. Et au CE, donc j'ai Eva Bossuy, donc j'ai déjà remercié Simon, mais il y a Arnaud Lizet tout au fond, Saskia Valik, Sébastien Vonny et Samia Saadi pour la mise en place de cette journée. Et puis je voudrais aussi faire une petite annonce sur un prochain événement de l'école urbaine. Donc demain soir, jeudi 30 janvier, de 17h à 19h, dans ces locaux, nous aurons une table ronde sur the EU, European Union and the City. On revient à l'urbain parce que bon, déjà l'Union européenne ne s'occupe pas beaucoup des territoires infrarégionaux et donc ça en fait partie, mais là on revient à la ville avec notamment une intervention de Matthew Baldwin qui va devenir le prochain directeur exécutif de la direction de l'énergie du logement de la Commission européenne et qui a été l'un des grands promoteurs au sein de la Commission européenne d'une approche urban proof, mais place-based proof, on va dire, des politiques publiques. C'est pas totalement étonnant, c'est un Britannique et donc ils reviennent de loin, ces Britanniques, en matière de place-based public policy making. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Le prochain mercredi, ce sera le 12 février et c'est sur la planification écologique. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sera la suite. Merci, Saskia.